Le bureau des complots. Allô, 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 allô. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Peters. Bonjour Jacobs. Eh bien, vous en avez une tête fatiguée. Décidément, vous devriez cesser vos sorties au Macumba. Non, c'est pas ça. Non, puisque nous travaillons sur les ovnis, je me suis fait un revisionnage des grands classiques de la science-fiction toute la nuit. Désolé d'avoir sous-estimé votre conscience professionnelle et au contraire surestimé votre besoin de sociabilité nocturne. Alors quel film avez-vous vu? Rencontre du troisième type, j'imagine? Bien sûr, depuis qu'on a parlé de Joseph Hynek, le spécialiste américain des ovnis, évidemment, j'ai eu envie de le revoir en chair et en os apparaître dans le film de Spielberg. Et donc après, vous avez enchaîné avec d'autres films. Bah oui, E.T. tout d'abord, et puis ensuite Cocoon, et puis dans un registre plus léger. Après, j'ai épousé une extraterrestre. Vous l'avez vu celui-là? Une vraie curiosité. Non, désolé. Tout le monde n'a pas votre goût pour la science-fiction des années 80, surtout qu'ils ne sont pas tous si formidables, ces films, si vous me permettez la critique. Oh bon, alors plus récent peut-être, Premier Contact, vous l'avez vu? Et District 9 avec ses aliens genre sauterelles échoués à Johannesburg. Un sacré film, non plus? Non plus. Très différent des Petits Hommes Verts, mais tout aussi fameux. Décidément, vous avez le virus, content de voir que nos travaux sur les ovnis vous intéressent autant. En tout cas, vous n'êtes pas le seul, regardez, il y a un message sur le répondeur. Peut-être quelqu'un qui veut savoir ce que je pense de la saga Star Wars, non? Ça m'étonnerait quand même. Nous sommes un service public spécialisé dans les théories du complot et pas dans la cinémathèque pour adolescents. Oh, Jacobs, si je ne vous connaissais pas si aimable, je vous croirais dédaigneux. Bon, écoutons ça. Vous avez un nouveau message. Oui, bonjour, monsieur Jacobs et monsieur Peters, c'est Nicolas de Molenbeek. C'est ma femme qui vous a laissé un message hier. Alors, c'est vrai qu'un jour, j'ai vu de drôles de choses dans le ciel. Je sais toujours pas ce que c'est. J'ai acheté un télescope après ça. Bon, pour le moment, j'ai rien vu avec. Par contre, j'ai entendu ce que vous avez dit sur les ovnis. Alors, ok, on est sûr de rien. Mais il y a quand même quelque chose qui me tracasse un peu. À la télé, il y a plus de 20 ans, j'ai vu une émission sur la créature de Roswell. L'extraterrestre, il était bien réel, disséqué par des scientifiques et tout. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, c'est à la télé que j'ai vu ça et pas sur des sites internet bizarres, donc c'était très sérieux, non? Les extraterrestres sont parmi nous. Vous y croyez, vous? Voilà ce que vous auriez dû regarder hier soir, mon cher Peters. L'affaire Roswell? Oui, Nicolas a bien été marqué par ces images. Et je pense qu'il n'est pas le seul dans ce cas. L'apparition de ce document vidéo a été un sacré événement, rappelez-vous. Oui, ça c'est sûr, c'est plus efficace que n'importe quelle production hollywoodienne. Mais pour lui répondre, je pense qu'il nous faut retracer toute la chronologie de cette affaire, tant elle a eu de nombreux rebondissements. Le bureau des complots. Souvenez-vous, au commencement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Roswell. En 1947, un fermier découvre dans son champ à Roswell, donc au Nouveau-Mexique, les débris d'un étrange objet écrasé. L'armée intervient et dans un premier temps, on reconnaît publiquement qu'il s'agit des restes d'un disque volant. Mais dès le lendemain, changement de version. Dans un nouveau communiqué, elle nie tout en bloc, expliquant qu'il ne s'agit en réalité que d'un banal ballon-sonde. L'affaire semble classée, enterrée même. Pendant des années, plus personne n'en parle. Elle rejoint la longue liste des milliers de récits d'ovnis signalés un peu partout sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Intriguant, oui, mais vite oublié. Mais en 1980, coup de théâtre. La revue américaine National Enquirer ressort l'affaire du placard après plus de 30 ans. L'article, qui rappelle ce revirement soudain de l'armée, sème le doute. Et puis, ce qui fait sensation, c'est surtout l'interview du major Jesse Marcel, le militaire qui a été le premier arrivé sur le site à l'appel du fermier. Car lui, qui est désormais à la retraite, est désormais libre de parler. Et il revient sur ses déclarations de l'époque. Puisque vous avez, Peters, l'article entre les mains, faites-nous-en donc un peu la lecture. Avec plaisir. Alors, 40 ans après les faits, donc, l'ex-major Marcel confie ceci aux journalistes. Je vous cite. « Les débris ne ressemblaient à rien de fabriqué sur cette terre et ceux que nous avons récupérés ont été remplacés par les débris d'un ballon météo pour donner corps à la dissimulation. » Le mot est lâché. Dissimulation.
Voilà de quoi faire trembler toutes les certitudes. Mais ce n'est pas fini. Il me semble que ce Jesse Marcel parle aussi de l'aspect mystérieux de ce qu'il a trouvé dans le champ du fermier, non ? Exact, c'est un peu plus loin. Écoutez, nous avons trouvé des petits morceaux de métal, mais surtout nous avons trouvé quelques matériaux difficiles à décrire. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit de pareil et je ne sais toujours pas ce que c'était. Et il y avait dessus des inscriptions, quelque chose d'indéchiffrable, ça ressemblait à des hiéroglyphes. J'ignore d'ailleurs s'ils ont été déchiffrés ou pas. Et là, tout change. Avec cette interview explosive, publiée dans le National Enquirer, ce qui n'était jusque-là qu'une obscure anecdote d'OVNI devient officiellement l'affaire Roswell. Et le timing n'est pas anodin. Dans la foulée, un livre sort, coécrit par 2 enquêteurs ufologues indépendants qui affirment avoir recueilli les témoignages de plus de 90 personnes présentes à Roswell en 1947. Et ils racontent tous que la version officielle a été un mensonge. Et dans cet ouvrage, Jesse Marcel ajoute encore une couche de mystère. Selon son témoignage, il aurait à l'époque discrètement rapporté plusieurs morceaux des débris chez lui, juste pour les montrer à son fils. Ah là, mon cher, on bascule carrément dans la science-fiction. Selon ce récit, le jeune Jesse Marcel Jr., curieux, aurait manipulé l'un des débris rapportés par son père. Et c'est là qu'il aurait vu une chose étrange, une lumière brillante, presque irréelle, avec des reflets violets à l'intérieur même du fragment. Et surtout, détail devenu mythique, d'étranges symboles gravés sur la surface, comme des écritures venues d'ailleurs. Et l'affaire est lancée. Un cocktail explosif à la croisée des mensonges d'État, des révélations d'un militaire et de la naïveté sincère d'un enfant. Et ça ne s'arrête pas là. En 1992, 2 journalistes poursuivent l'enquête et enfoncent le clou. Ils se nomment Stanton Friedman et Don Berliner. Et leur travail relance l'affaire Roswell sur le devant de la scène en alimentant encore un peu plus la légende. Ces 2 journalistes estiment que c'est bien un ovni qui s'est craché. Mais surtout, ils affirment que 4 corps d'extraterrestres ont été recueillis avec l'appareil. Et il y en aurait même un qui aurait été capturé vivant. Pour Friedman et Berliner, plus de doute. L'affaire Roswell, c'est du sérieux. Selon eux, une agence gouvernementale aurait été spécialement chargée d'enquêter sur les extraterrestres retrouvés donc sur les lieux du crash. Et surtout, elle avait pour mission de garder ces informations à l'abri du grand public. Une opération classée top secret, protégée par des décennies de silence et de désinformation. Mais le plus spectaculaire arrive. Une vidéo qui va faire sensation et donner corps à toute cette mystérieuse histoire. Imaginez donc que les scientifiques de l'armée aient tout filmé. La vidéo de la créature de Roswell, nous y voilà. Certaines des images que vous allez découvrir sont des images impressionnantes, sont parfois difficiles donc à regarder. Mais je voudrais aussi ajouter tout de suite qu'il n'y aura pas d'images gratuites et que nous ne diffuserons ce soir que les moments qui serviront aux experts, aux spécialistes que nous avons réunis sur ce plateau à exprimer leur opinion, à nous éclairer pour nous permettre de nous forger notre opinion. Vous l'avez sûrement reconnu si vous n'êtes pas né au XXIe siècle. Il s'agit de l'animateur Jacques Pradel, qui en 1995, sur la chaîne française TF1, et qui plus est à une heure de grande écoute, présente la vidéo de l'autopsie de cet extraterrestre qui aurait été retrouvé lors du crash de Roswell en 1947. Près de 20 minutes de vidéo filmée au caméscope, une scène incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on est dans une sorte de laboratoire, il y a au centre un extraterrestre inanimé gisant sur un brancard et il est en train d'être examiné et disséqué par des scientifiques en combinaison blanche portant des masques. Les images, en noir et blanc, assez granuleuses et mal exposées, sont d'un réalisme saisissant. L'extraterrestre est l'archétype de ce que l'on peut se représenter, une grosse tête avec de grands yeux sombres, un petit nez, une peau très lisse, et il est donc présenté comme l'un des occupants de la soucoupe volante qui s'est crashée à Roswell. Ces images, diffusées avec un certain goût pour le sensationnel, ont été révélées et surtout vendues par un certain Ray Santilli, un londonien, musicien de formation reconverti en producteur de vidéos. Il affirme avoir obtenu ce film des mains d'un ancien caméraman de l'armée américaine, aujourd'hui à la retraite. Oui, la vidéo est présentée comme un document d'archives, tourné donc, on le répète,
en 1947 est enfin ressorti de l'ombre. Et dès sa diffusion, la créature de Roswell entre en plein cœur de la culture populaire mondiale. Santilli vend le film dans 27 pays pour un montant estimé à 4,5 millions d'euros. Une affaire quand même très rentable. Un joli coup, oui. Beaucoup de journalistes n'y ont vu que du feu et vont manger leur chapeau après avoir voulu présenter ce document comme authentique. Alors qu'il n'en est rien. Eh non, la créature, les scientifiques, le labo, tout ça c'est faux. Effectivement, les techniciens qui ont pris part à ce film admettront peu à peu, les uns après les autres, qu'il s'agit d'un canular. Contrairement à Ray Santilli, qui lui n'en démordra jamais. Non, lui va continuer d'affirmer que le film est authentique, même s'il modifie régulièrement sa version des faits. Santilli prétend aussi que la société Kodak a analysé la pellicule et confirmé sa datation, mais dès qu'on lui demande de soumettre à nouveau son film à des tests d'authenticité, il refuse systématiquement. Et puis finalement, en 2006, Santilli admet que la vidéo est en grande partie un canular, mais pas complètement, attention. Il explique que le film original était trop abîmé pour être exploitable et qu'il a donc dû le reconstituer. Autrement dit, certains plans ont été recréés, d'autres seraient toujours, selon lui, authentiques. Bref, c'est un aveu en demi-teinte, mais un aveu tout de même. Cela dit, pour des milliers de personnes qui continuent d'y croire, cela ne suffit pas à discréditer ce film. Pendant 10 ans, il a nié et le doute a fait son nid dans les esprits. Du coup, de nombreux conspirationnistes et d'obscurs ufologues considèrent toujours que cette vidéo n'est peut-être pas si fausse. Selon eux, nous aurions encore affaire à une opération de manipulation. Le bureau des complots. L'idée d'un complot d'État, d'un gouvernement qui en saurait bien plus qu'il ne le dit sur les activités extraterrestres, continue de se frayer un chemin dans l'opinion. Nous sommes à la fin des années 90 et l'affaire Roswell connaît un regain d'intérêt spectaculaire. Pour beaucoup, elle reste la preuve flagrante du mensonge organisé par l'armée américaine. Un tel emballement médiatique est populaire que les autorités américaines se voient contraintes de réagir. Elles mettent en place une nouvelle commission chargée officiellement de faire toute la lumière sur les événements de 1947 à Roswell et espère-t-elle de clore définitivement la polémique. Un nouveau rapport est établi et celui-ci identifie les débris comme provenant d'une expérience gouvernementale top secrète appelée le projet Mogul. Projet qui consistait en des réseaux de ballons météorologiques transportant des microphones et des émetteurs radioélectriques pour détecter les tests nucléaires et les missiles antibalistiques de l'Union soviétique. Mais ce rapport ne convainc pas tout le monde. Les ufologues démontent la thèse officielle. Les ballons météo de Mogul, gonflés à l'hélium, n'explosent pas. Et ils n'ont donc pas pu provoquer le violent crash et le champ de débris découvert à Roswell. Roswell reste donc le cas d'école qui montre que l'armée américaine persiste à entretenir l'ambiguïté. Et voilà de quoi remettre la ville de Roswell au centre de l'attention. Au centre de l'univers, vous voulez dire? J'adorerais aller y faire un tour un jour. Mais attendez, avant que vous ne preniez votre billet d'avion avec trop d'empressement, mon cher Peters, il faut que nous dissipions notre point. Tiens, et lequel, je vous prie? Eh bien, une question simple mais vertigineuse. Où sont donc cachés ces engins venus d'ailleurs et leurs mystérieux occupants? Vous vous doutez bien que tous les amateurs de conspiration ont fini par chercher une réponse, ou plutôt en construire une. Et ce qui revient le plus souvent risque bien de nous entraîner dans un mystère encore plus opaque, car tous les chemins semblent mener à une même destination, une zone du Nevada strictement interdite au public, connue sous le nom de Zone 51. Ah, la fameuse Zone 51, une terre de légende, un territoire secret, saturé de rumeurs, d'ombres et de silence. En mettant un pied dans la zone 51, on va entrer dans une toute autre dimension et découvrir que le crash de Roswell, finalement, ce n'était peut-être que la porte entr'ouverte d'un labyrinthe de secrets bien plus vaste. Car ici, la science-fiction se frotte au réel. On parle de bases souterraines, de technologies venues d'ailleurs et d'informations qui, selon certains, pourraient bien faire vaciller notre conception du monde. Une question sur les conspirations? Le bureau des complots. Le cœur du doute, pour les ufologues, vient de là. L'armée a déjà changé de version une fois à propos de Roswell, alors pourquoi ne le referait-elle pas?
Ce revirement initial laisse penser qu'elle a quelque chose à cacher, et si elle a menti une fois, qui peut dire jusqu'où va le mensonge? Car certains témoignages évoquent qu'au-delà de la soucoupe qui aurait été recueillie, il y aurait aussi ces 4 occupants. C'est bien à cela que vous faites allusion. Ah non, pas moi directement, mais certains adeptes de théories alternatives, disons. Selon eux, les autorités détiendraient des spécimens extraterrestres et des soucoupes volantes dans des lieux secrets. Ah, et on en revient à toute cette histoire incroyable de la zone 51. Oui, mais attendez mon cher, promettez-moi de garder la tête froide. Comment garder son calme? Voyons, on va maintenant pénétrer dans le sein des ufologues. Alors, commençons par situer un peu cet endroit qui concentre tous les fantasmes. Oui, alors la zone 51, c'est un terrain militaire qui se trouve dans l'état du Nevada, en plein désert. Las Vegas est à 160 km au sud-est. La Californie est quant à elle au sud-ouest, et avant de trouver un peu d'ombre, si on peut dire, il vous faudra commencer par traverser la vallée de la mort. Bref, ici, tout est sec, les montagnes, les plaines. Il faut quand même rappeler un détail essentiel. Toute la région autour de la zone 51 appartient à l'armée. Imaginez un désert immense, entièrement colonisé par les infrastructures de l'US Air Force. L'armée dispose ici de plus de 16 000 km², totalement inaccessible au Kidam. C'est colossal puisque ça correspond à peu près à la moitié de notre pays. Un terrain de jeu parfait quand on veut cacher des choses au public. Une belle surface en effet, et on peut même y ajouter les zones non déclarées comme la fameuse zone 51 qui vous obsède tant, Peters. Mais vous savez pourquoi? Ce qui a mis la puce à l'oreille des ufologues, c'est que depuis les années 60, des dizaines de témoins racontent avoir vu des ovnis régulièrement dans cette région, alors que l'armée a nié purement et simplement toute activité sur cette zone. Et ce qui rend tout ça encore plus intriguant, c'est que ceux qui ont voulu vérifier par eux-mêmes se sont vite heurtés à une réalité, disons, musclée. Des hommes armés en tenue couleur sable, dans leur 4x4 qui patrouillent en permanence, pas d'uniforme militaire classique, mais des équipements de sécurité privée. Oui, des hommes qui auraient eu une mission très claire, éloigner les intrus. Et pour ceux qui insistaient un peu trop, direction le shérif local, une amende à la clé, voire pour certains une petite visite du FBI. On aurait voulu affoler du complotiste qu'on ne s'y serait pas pris mieux. Je ne vous le fais pas dire. Et c'est avec des choses comme ça, en tout cas, qu'est née la légende de la fameuse zone 51. Et il faut quand même le dire clairement. Si, au départ, l'existence même d'une base dans cette zone relevait de la rumeur, aujourd'hui, ce n'est plus contesté. Mais ce qu'on y fait exactement, ça, en revanche, reste entouré du plus grand secret. D'autant plus que la base n'apparaît toujours sur aucune carte officielle du gouvernement américain. Bien que celle-ci ait été mentionnée pour la première fois dans des documents déclassifiés en août 2013, dans lesquels le gouvernement américain admet donc que la base a bien servi à des essais top secrets, notamment ceux du célèbre U-2 en pleine guerre froide. Les fameux avions espions de l'US Air Force avec leurs ailes extrêmement fines et étirées comme celles d'un planeur. On comprend mieux pourquoi certains ont vu dans les années 50 de drôles de choses voler. Alors ceci étant dit, depuis que les autorités ont bel et bien admis l'existence de la zone 51, quelques éléments ont filtré sur cette base. Officiellement donc, la zone 51 est une véritable ville dédiée à l'aviation. Il y a des kilomètres et des kilomètres de pistes, de nombreux hangars pouvant accueillir des avions de diverses tailles. On trouve aussi de nombreux ateliers. De quoi passer un séjour en plein désert aussi. Il y a des dortoirs pouvant héberger plus de 1000 personnes, un gymnase avec piscine, une cafétéria, divers bâtiments administratifs et même un terrain de baseball. On y trouve également une carrière permettant de fabriquer sur place le béton nécessaire à la réfection des pistes et à la construction de nouveaux bâtiments. Et puis, à l'extrémité nord de la base, sur les rives d'un lac asséché, se trouve une panoplie d'antennes radars de divers modèles. Voilà qui donne une idée de l'ampleur de cette fameuse zone 51. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'en l'ayant dissimulé pendant des décennies, l'armée n'a fait qu'augmenter les soupçons. Et une fois qu'on entre dans cette logique de dissimulation, eh bien on peut imaginer que bien d'autres secrets s'y cachent encore. Et justement, ce que l'US Air Force reconnaît officiellement depuis 2003, les tests d'avions espions, les programmes classifiés, ne serait pour beaucoup que la partie émergée et présentable de l'iceberg. Le reste, invisible, relèverait d'un tout autre registre à des années-lumière du monde civil. Depuis la fin des années 80, des individus affirment avoir pénétré dans la zone 51 et le plus célèbre d'entre eux, c'est un scientifique qui dit y avoir travaillé. Son nom, Bob Lazar.
Ah, Bob Lazar, voilà un sacré personnage. Physicien, il dit avoir étudié au MIT à Boston, mais toute trace de son passage y aurait été effacée par le gouvernement, dit-il. Ben tiens, en tout cas, en mai 89, son témoignage va faire l'effet d'une bombe. Et c'est sur une chaîne locale du Nevada que ça se passe tout d'abord. Lorsqu'il fait ses premières révélations, Bob Lazar ne montre même pas son visage à l'écran. Il parle caché sous le pseudonyme de Denis. Il affirme être employé sur un site ultra secret nommé S4, un complexe scientifique situé tout près de la zone 51. Il explique alors travailler avec d'autres ingénieurs sur la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres récupérés par l'armée américaine dans les années 1950. Rétro-ingénierie, il faut l'expliquer ce terme, s'il vous plaît. Oui, la rétro-ingénierie, c'est tout simple. C'est par exemple trouver un objet qu'on ne sait pas fabriquer et ensuite le démonter pour comprendre comment il fonctionne, pour ensuite tenter d'en reproduire l'ingénierie. Et donc Bob Lazar dit avoir travaillé sur des vaisseaux spatiaux venus d'une autre planète pour percer la technologie extraterrestre en somme. Oui, c'est ça. En tout cas, Bob Lazar est démis de ses fonctions dans les mois qui suivent son interview télévisée dans laquelle il avait pourtant pris bien soin de cacher son visage. Mais son témoignage, diffusé à l'origine sur une petite chaîne locale, commence à faire du bruit, il intrigue, il circule et il finit par attirer l'attention de journalistes d'envergure nationale. Et là, changement de ton. Lazar accepte une nouvelle interview, mais cette fois à visage découvert. Et le spectateur découvre un jeune ingénieur à lunettes et en chemise, raie sur le côté, bref, un gars à l'allure sérieuse et qui reprend son histoire incroyable. Et il précise avoir concrètement travaillé sur la propulsion d'un nouveau genre d'appareil militaire ressemblant aux soucoupes volantes. Il confie qu'il a pris au départ même ces engins pour des innovations étranges qui appartenaient à l'armée de l'air des États-Unis. Mais au fur et à mesure de ses recherches et de la lecture de plusieurs documents, Lazar comprend qu'il travaille sur du matériel venu d'une autre planète. Et il affirme même que 9 engins entreposés dans cette base sont d'origine extraterrestre. Dans son témoignage, il explique que lorsqu'il monte à bord de l'un de ces appareils pour en examiner l'intérieur, il a immédiatement la sensation que cet engin n'était pas construit pour un pilote humain. Il explique également que ces engins seraient propulsés par l'élément atomique 115, un élément chimique qui, à l'époque, était encore inconnu. Oui, ça c'est très troublant, parce que l'élément 115 a fini, comme vous venez de le sous-entendre, par être isolé en laboratoire en 2013, soit près de 20 ans après le témoignage de Lazar. Et selon Lazar, cet élément chimique est une source d'énergie qui permet l'antigravité. De quoi faire voler n'importe quel engin, même très lourd, et voire même le faire voyager dans le temps. Alors là, cela devient très savant ou pseudo-savant, c'est à vous de voir. Cet effet antigravitationnel, produit à grande échelle, permettrait, selon Lazar, de créer une distorsion du continuum espace-temps, une distorsion qui permettrait donc de raccourcir les distances et le temps de voyage vers une destination située à des dizaines d'années-lumière. Ah, j'aime vous entendre parler comme ça, Jacobs. Le continuum espace-temps. De la science-fiction donc pour beaucoup, mais Lazar soutient ses déclarations durant des années. Et même après 4 passages au détecteur de mensonges, il réitère sa version. C'est plus que ça. Lazar a vraiment tout fait pour prouver qu'il n'était pas un affabulateur. Il a même participé à des séances d'hypnose, filmées, au cours desquelles il livre de nombreux détails techniques accompagnés de schémas précis sur les vaisseaux qu'il dit avoir étudiés dans ce fameux laboratoire S4. Bob Lazar a aussi raconté avoir vu des créatures extraterrestres là-bas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles y seraient retenues prisonnières. Bob Lazar assure par exemple avoir aperçu un petit extraterrestre gris dans une pièce entouré de 2 hommes en manteau blanc avant qu'un garde ne l'empêche d'en voir plus. Alors cela paraît quand même un petit peu fou, mais Lazar a ouvert une boîte de Pandore. Oui, vous pensez à d'autres témoignages qui ont refait surface, comme celui d'un ancien médecin militaire de l'US Air Force qui se nomme Emery Smith. Oui, je pense à lui, puisqu'il se présente, ce Emery Smith, volontiers comme un lanceur d'alerte et qu'il affirme depuis sa démission en 2017 avoir travaillé sur des spécimens venus d'ailleurs au début des années 90 dans un laboratoire situé sur une base secrète au Nouveau-Mexique. Il décrit un lieu digne des plus grands films de science-fiction, encore une fois, enfoui sous 50 étages de terre.
Dissimulé sous le désert, Emery Smith parle de couloirs blancs interminables parcourus par des tapis roulants à grande vitesse, de checkpoints gardés par des gardes, et pour accéder aux différentes zones, empreintes digitales, scan rétinien, une sécurité digne d'un bunker interstellaire. Et au bout de tout ce parcours, il découvre un laboratoire biologique ultra sophistiqué. Un endroit où l'on vous fait enfiler une combinaison étanche, connectée directement au mur pour l'oxygène et les communications. Chaque mouvement, chaque réaction est surveillée, même votre rythme cardiaque est enregistré, non pas pour votre sécurité, mais pour évaluer tout simplement comment vous réagissez face à ce qu'on vous met devant les yeux. Parce qu'on donnait à Emery Smith à voir de drôles de choses, des tissus étranges à disséquer et analyser. D'abord des parties de corps issues de manipulations génétiques secrètes, dit-il, mélangeant animal et végétal. On aurait, toujours selon son témoignage, commencé par lui confier des clones humains, puis des êtres hybrides, jusqu'à lui donner de véritables extraterrestres. Incroyable. Emery Smith dit qu'il en a vu qui mesuraient par exemple entre 2,50 m et 4 mètres de haut, et d'autres à peine 40 à 50 cm. Il raconte avoir examiné des spécimens morts, mais également des extraterrestres encore vivants. Bon, je suis désolé, mon cher Peters, mais je crois que c'est trop pour moi, en fait. Vous comprenez quand même de quoi on est en train de parler, des bases souterraines, des vaisseaux spatiaux, tout ça caché au public. Ok. Alors oui, il y a des gens qui disent tout cela et qui se présentent comme des lanceurs d'alerte. Oui, l'État nie tout en bloc face à ces récits, tous plus invraisemblables, mais quoi ? Mais les langues se délient peu à peu, même de la part d'officiels, pour justement faire toute la lumière sur ces ovnis et l'hypothèse que nous soyons en contact avec des formes de vie extraterrestres. Des officiels, bon, je sens qu'on va pouvoir revenir à quelque chose de plus terre à terre. Ah mais non, mon cher Jacobs, nous sommes au bureau des complots et nous sommes justement là pour entendre les choses les plus incroyables. Ouais, c'est vrai. Parfois, je ne sais plus si je dois frémir ou m'en féliciter. Mais si vous le savez, allons. Sinon, vous ne seriez pas là. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Longtemps moqué, le sujet des ovnis fait depuis quelques années moins sourire. Et même les médias, dont le sérieux ne fait pas de doute, s'autorisent à se pencher sur la question. J'ai ici dans la main une enquête du Washington Post qui date de 2017 et qui révèle que le Pentagone a bien mené un programme secret d'études des ovnis de 2007 à 2012. Le ministère de la Défense a avoué que ce programme, doté d'un budget de 22 millions de dollars annuels quand même, est nommé Programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. On va l'appeler par son acronyme l'ATIP. Pendant des décennies, les autorités n'ont cessé de répéter qu'il n'y avait rien à voir du côté des ovnis, que tout cela relevait de la science-fiction ou du délire collectif. Et puis soudain, on découvre qu'en réalité, elles s'y sont intéressées de très près, au point même de confier l'étude du phénomène à une entreprise privée, Bigelow Aerospace, basée à Las Vegas, du nom de son fondateur, Robert Bigelow. Un milliardaire passionné par l'espace et par les visiteurs qui pourraient venir d'un peu plus loin. Et ce qui est étonnant, remarquent les ufologues, c'est que la société de Robert Bigelow a pour mission, je cite, d'identifier, d'évaluer et d'acquérir des technologies nouvelles et émergentes. Traduction pour les non-initiés, Bigelow est chargé par la ATIP d'étudier des fragments d'ovnis accidentés ou capturés, voire observés. Alors, ce qui sème encore plus le trouble, c'est que Bigelow, dans des interviews, s'il laisse planer le doute sur une rencontre avec un extraterrestre, affirme croire en une intelligence d'une autre planète présente parmi nous. Et pas sur des médias complotistes, encore une fois. Dans l'émission 60 Minutes de CBS, il dit, écoutez bien, « J'en suis absolument convaincu. Il y a eu et il y a encore une présence extraterrestre sur la Terre. J'ai dépensé des millions et des millions sur cette question, sans doute plus que n'importe qui aux États-Unis. » Incroyable. Donc, au-delà de la réalité des ovnis et que leur présence dans le ciel peut être interprétée de différentes manières, notre Bigelow confirme que les extraterrestres seraient parmi nous. Et oui, selon certains, des gens bien informés, voire directement impliqués dans les sphères gouvernementales, ils seraient déjà là depuis longtemps. Et plus que de simples observateurs, ils participeraient dans l'ombre à la marche du monde. Le bureau des complots. Pour comprendre ce qui va suivre, il nous faut retourner encore à Roswell, en 1947. Souvenez-vous, l'US Air Force aurait découvert, en plus de la soucoupe, selon les conspirationnistes, 3 extraterrestres morts et un 4e encore vivant. Eh bien, celui qui a survécu au crash aurait été recueilli
détenu par les forces militaires américaines. Et au bout d'un certain temps, dans cette théorie, cet extraterrestre aurait contacté sa planète d'origine. Un peu comme avec des prisonniers de guerre ou des détenus qui ont droit à un coup de fil. Comme E.T. téléphone maison, quoi. E.T. téléphone maison. Mon Dieu, ça y est, il parle. Et ça aurait fonctionné. Cet extraterrestre survivant du crash aurait finalement été rapatrié. C'est beau comme du Spielberg, effectivement. Mais l'histoire aurait continué. Et le plus fou, c'est que cela aurait conduit à une sorte de relation diplomatique entre le gouvernement américain et les habitants de son monde d'origine, qui serait, selon des gens très bien informés, visiblement, une planète nommée Zeta Reticuli. Toujours selon cette théorie, quelques hauts responsables, soigneusement sélectionnés, auraient été mis dans la confidence. Leur mission, organiser une rencontre secrète entre ces visiteurs venus d'ailleurs et Dwight Eisenhower, le président des États-Unis de 1953 à 1961. Les partisans de cette théorie, je vous l'accorde extravagante, considèrent qu'un accord aurait été conclu permettant aux extraterrestres d'étudier la biologie humaine et animale par le biais d'enlèvements et de mutilations en échange de transferts de technologies avancées. Ce qui expliquerait du coup les multiples récits de bétail mutilé, les témoignages d'enlèvements, de contacts étranges avec des êtres venus d'ailleurs. En résumé, on laisserait les extraterrestres mener leurs recherches sur Terre, discrètement, en échange de quelques services technologiques, on peut dire. Une sorte de marché interstellaire. Il a même été suggéré que John Fitzgerald Kennedy menaçait de révéler les négociations avec les extraterrestres et que cela, c'était la principale raison de son assassinat. Oula, mon cher Peters, ne précipitez pas nos sujets. Il y a fort à parier que l'assassinat de Kennedy, nous allons très bientôt nous pencher sur ce cas. Soit. Donc, pour résumer, il y aurait une présence alien sur Terre dont les gouvernements seraient au courant, mais suite à un accord, on serait tenu à l'écart de cette nouvelle. C'est ça, les extraterrestres peuvent étudier des spécimens terrestres, nous on étudie leur technologie. Bon, j'avoue que cela sonne un peu comme un scénario de science-fiction pour ados, tout ça, mais ce qui est le plus troublant, c'est que des personnes qui se disent proches d'officiels commencent à livrer des informations qui vont dans ce sens. Vous pensez à Timothy Good, l'ufologue britannique qui se présente comme un ancien consultant du gouvernement américain, non ? Eh bien oui, Good, c'est quelqu'un de célèbre pour défendre des théories complotistes extraterrestres dans des ouvrages à succès, et il a ainsi déclaré en 2012 sur une chaîne britannique qu'Eisenhower aurait rencontré des extraterrestres à 3 reprises. Avec des détails même. Il raconte que de curieux engins se seraient posés à proximité de Air Force One, l'avion présidentiel. Eisenhower serait monté à bord de ces engins pour discuter, toujours selon des témoins aujourd'hui introuvables, de l'opportunité de révéler au monde l'existence de la vie ailleurs que sur notre planète. De nombreux gouvernements seraient bien au courant de ces échanges avec les extraterrestres, et on pourrait croire ce Timothy Good un peu farfelu. Mais en 2015, c'est Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, qui témoigne devant le Parlement de son pays et qui nous dit que les ovnis et les extraterrestres existent et sont parmi nous en secret. Il parle de plusieurs espèces d'extraterrestres. Il évoque aussi un groupe secret qui contrôle le monde dans le but de former un sinistre gouvernement planétaire. Des révélations vraiment étonnantes qu'il a réitérées maintes fois dans divers médias, avec en point d'orgue cette affirmation incroyable: les extraterrestres visitent la Terre depuis des milliers d'années et collaborent aujourd'hui avec le gouvernement américain. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi un autre officiel intarissable sur le sujet des extraterrestres, Haim Eshed, ancien général israélien, mais aussi professeur d'université. Il a été à la tête du programme spatial de l'État hébreu, quand même, pendant plus de 30 ans, et a reçu à 3 reprises le prix israélien de la sécurité. Eshed a aujourd'hui 87 ans, et lui aussi a révélé en 2020 que les extraterrestres avaient conclu avec les États-Unis une alliance au sein de ce qu'il appelle une fédération galactique, dont le but serait, pour le coup, essentiellement scientifique. Le général ne s'arrête pas là. Il dit, je cite, « Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars où des Américains, Israéliens et des représentants extraterrestres travaillent de concert. » Selon lui, Donald Trump était parfaitement au courant de cette collaboration et il était même sur le point de la révéler au grand public. Mais il en aurait été dissuadé par la Fédération Galactique elle-même, estimant que cette divulgation déclencherait une panique mondiale.
Tout ça est fou, hein. Mais ça continue. Eshed dit « La Fédération estime que l'humanité doit encore évoluer avant d'être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux. » Mais tout le monde n'est pas de cet avis, hein. Certains estiment qu'il faut tout révéler au monde et s'organisent dans la société civile. Je pense que c'est le moment de parler de To The Star Academy. Le bureau des complots. To The Star Academy, c'est un mouvement fondé par Tom DeLonge. Si vous écoutez du rock, vous le connaissez peut-être, c'est le chanteur du groupe californien Blink-182. Né en 1975, DeLonge a fait fortune à la fin des années 90 avec son groupe, plus de 25 millions d'albums vendus tout de même, et en 2015, contre toute attente, il quitte la scène musicale pour se consacrer entièrement à ce qui le passionne depuis l'enfance, les ovnis. Une reconversion radicale, mais qui va faire grand bruit. Le but de To The Stars Academy, diffuser au grand public des informations sur les ovnis. Et Tom DeLonge ne manque ni d'argent ni de relations. Il fonde d'abord son entreprise avec un ingénieur, mais aussi un ancien de la CIA. Et petit à petit, il recrute des officiers, des figures de l'industrie aérospatiale, du renseignement, du ministère de la Défense et même de la NASA. Parmi eux, d'ailleurs, un nom clé, Luis Elizondo, ancien directeur du programme secret AATIP, dont on vous parlait plus tôt. Ces personnalités de premier ordre travailleraient avec lui pour orchestrer un plan de divulgation progressive destiné principalement aux jeunes générations. L'objectif est de nous préparer en douceur à l'idée que nous ne sommes peut-être pas seuls. C'est dans cet esprit qu'en 2017, 3 vidéos filmées par des militaires ont été rendues publiques. On y voit des objets volants aux manœuvres impossibles, défiant les lois de la physique. Mais force est de constater que depuis, le soufflet est un peu retombé. L'AARO, l'agence gouvernementale chargée d'enquêter sur les phénomènes aériens anormaux depuis 2022, a passé ses vidéos au crible et une par une, elle affirme qu'elle ne montre rien de réellement inexplicable. Le château de cartes s'effondre ? Peut-être. Mais pour les complotistes, évidemment, c'est l'AARO qui ment. Et nous autres, pauvres terriens, nous sommes condamnés à rester dans l'ignorance. Eh bien moi, mon cher Jacobs, j'ai des étoiles plein les yeux. Il est peut-être temps de redescendre sur Terre pour conclure. Nous venons de le voir, les ovnis nous accompagnent depuis la dernière guerre. Fantasme alimenté par la peur de la destruction nucléaire, nourri par la littérature de science-fiction, difficile de démêler le vrai du faux dans les milliers d'observations de phénomènes étranges. C'est ce qui fait le sel de ces histoires d'ovnis. Mais pour répondre à notre cher Nicolas, qui a été saisi par les images de la créature de Roswell, cette vidéo est un canular, c'est avéré. Et quant à savoir si des êtres d'ailleurs visitent la Terre, ici encore, c'est une affaire de foi. En tout cas, il est inutile d'avoir peur. S'ils n'existent pas, c'est réglé. S'ils existent, eh bien, aucune raison de les craindre, car leur technologie leur permettrait depuis des lustres de nous éradiquer, et ils ne l'ont pas fait. Alors, autant profiter des nuits qui passent en rêvant de nos cousins, là, quelque part, qui éventuellement seraient disposés un jour à nous venir en aide quand nous en aurons vraiment besoin. Et puis enfin, pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que si vous voyez quelque chose d'étrange dans le ciel, vous pouvez contacter le COBEPS, le comité belge d'études des phénomènes spatiaux qui pourrait recueillir vos témoignages et les étudier. Bon, en attendant de les appeler, Peters, est-ce que vous avez la maxime du jour ? Bien sûr, toutes ces histoires de soucoupes volantes m'ont inspiré, vous l'imaginez. Au bureau des complots, nous savons que la vérité, quand elle surgit, est toujours plus étrange que la plus folle des fictions. Ah, je savais que les ovnis vous feraient décoller. Allez, on se retrouve très vite avec une nouvelle conspiration. Et d'ici là, vous qui nous écoutez, surtout, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Non, faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs. À votre service.